Chersonesus and North Aegean under Roman rule. Mr. Mustafa, you have 30 minutes. Please keep the schedule. First of all, I thank you very much for the invitation to Athens again, especially colleagues in French school and Professor Parisaki from Kera. Following the death of Alexander the Great, his general Lysimachos started to rule over a wide territory encompassing western Anatolia and Thrace. He founded his capital city Lysimachia at the Gelibolu Peninsula in 309 BC and named it after himself. After the Battle of Ipsos in 301 BC, Lysimachos came in possession of enormous territories in Asia Minor, which made the Chersonesus a political and geographical center of his state and contributed for the prosperity of cities there. After the death of Lysimachos in the Battle of Kurupedion, 281 BC, the Chersonesus fell in the possession of the Seleucid dynasty. The change of political events through the assassination of Seleucus Nicator near Lysimachia, 280 BC, by Ptolemaeus Keraunos and activities of Antiochus I in Asia Minor, which didn't allow him to pay much attention to the European lands, left the Thracian Chersonesus unprotected and exposed to the Celtic invasion. Until the time of Antiochus II, Thrace, the Seleucids didn't succeed to pay any more attention to the Thracian Chersonesus. The peninsula was probably a military base for the operations of Antiochus in Thrace between 253 246 BC. After the death of Antiochus II began a new conflict between Seleucid kingdom and Ptolemaic dynasty. The war brought a radical change in the political situation in the region. The victory of Ptolemaeus III Euergetes over the Seleucids in 241 BC reflected on the destiny of the Thracian Chersonesus, which fell under the rule of the Egyptian monarchy. In comparison with other Hellenistic rulers, the Ptolemaic paid more attention on the administrative organization of their new territories. The office of strategos of the places in Thrace and Hellespont, strategos of Hellespontu kaiton epitrakes topon, is attested epigraphically. It was occupied circa 228-225 BC by the Spartan Hippomedon. The Thracian Chersonesus was still under Ptolemaic control during the reign of the following king Ptolemaeus IV, Philopator, but by the end of the century the situation had presumably changed, as Lysimachia is mentioned as an ally of the Aetolian League before 202 BC. The decline of the Egyptian power at the end of the 3rd century BC, during the reign of Ptolemaeus IV Philopator, prompted a political activation of Macedonia, where Philip V succeeded to the throne in 221 BC. The ambition to rebuild the Macedonian state in the boundaries from the time of Philip II determined his interest in the Thracian Chersonesus. Using the crisis in the Ptolemaic dynasty after the death of Ptolemaeus IV in 204 BC, he invaded the Ptolemaic possessions in Europe in two campaigns, 202 and 200 BC, conquered the littoral Aegean and Propontic Thrace. In both campaigns, special attention was paid to the Thracian Chersonesus. Lysimachia was conquered 202 BC, and the cities in the southern part of the peninsula in the following campaign in 200 BC.
Philip V, however, didn't have enough time to establish his rule there, because after his defeat at Kinoskephalae in 197 BC, he was forced to withdraw his garrisons from the cities. The destiny of the Chersonesian cities after Philip's retreat, however, was unfortunate soon after Lysimachia was attacked and destroyed by the Trojans in 197. For the first time after Cotys and Cassibeleptes, the sources mention again the presence of the Thracians in the region of the peninsula. Most probably, these were the Kainoi, who were attested there later, and their kings, Dieglis and Zibelmios. The defeat of Philip V in the Second Macedonian War created a political vacuum in the region of Aegean and Propontic Thrace. The Thracians were not the only ones to profit from this situation, which also drew into action the ex-Lysimachos of Philip V, the Seleucid king Antiochus III, who was trying to rebuild the former might of the Seleucid Empire. According to the sources, he undertook two main campaigns in Thrace, one in 196 BC, aimed particularly at the Thracian Chersonese, and one in 195 BC, when he turned towards the interior of Thrace. From the cities in Chersonese, Maidos and Sestos are mentioned in connection with these campaigns. Antiochus spent special efforts on the rebuilding of Lysimachia after the previous Thracian attack. He repaired Lysimachia entirely in 196 BC for his son Seleucus IV, who took over the rule of Thrace on himself. An inscription with the text of an agreement between Lysimachia and Antiochus III, which has found in Ilion, attests his tolerant treatment of Lysimachia. But the aggressive strategy of Antiochus III led soon to a military conflict with Rome and its allies after the Battle of Magnesia, following the defeat of Antiochus III by the Romans, was actually Thracian Chersonese, part of the Pergamon kingdom, when the Treaty of Apamea was signed among Rome, Pergamon, Rhodos, and Seleucid king Antiochus III. According to the Treaty of Apamea, the Thracian Chersonese and the neighboring regions in Thrace were conferred to the Roman ally Eumenes II. There is no definite information about the administrative organization of the new Attalid positions in Thrace. After 145, the Attalid administration was redefined as strategos of the Chersonese and the places in Thrace. The organization was necessitated by the wars of the Attalids against the Thracian tribe of the Kaini and the need of quick reaction for the rebuilding of destroyed cities. Sestos was in this age the main city at the Thracian Chersonese, and the seat of the Attalid strategos was probably also there. The Thracian activities at the Thracian Chersonese in the time of the Attalids date from 188 BC. When the united powers of the Asti, Caini, Meliatini, and Corpili attacked the Roman army of Gnaeus Manlius Vulso on its return from Asia Minor. This local tribal union have existed in the hinterland of the Thracian Chersonese probably since the end of the 3rd century BC. The Attalids had to take it into consideration. It became a primary political factor in the second half of the 2nd century BC, in the time of Attalus II, during the reign of the first king of the Caini, attested in the sources Dieglis. The ancient authors mention his operation against the Attalid positions in Thrace.
including the pillage and destruction of Lysimachia, circa 145 BC. Lysimachia was razed to the ground in 144 BC by the Thracian king Diocles, and never seen on the stage of history as a city again. This forced Attalos to undertake a military campaign against the Caini, in which Diocles was defeated. The attacks of the Thracians, however, didn't stop during the rule of his son and successor Zibelmios, who probably reached as far as Sestos. The last Attalid ruler, Attalos III, was forced to fight against him. When the province of Macedonia was founded in 146 BC, Chersonesus gained in strategic importance for the security of the new province. It is understood that from 146 BC until 133, when the Pergamon kingdom became the province of Asia in 133 BC, or rather 129 BC, when this province became functional de facto after the uprising of Aristonicus was suppressed. There were big clashes between the Romans and Thracian tribes who raided into Thracian Chersonesus for plundering purposes. According to the testament of Attalos III, who died childless in 133 BC, his kingdom was bequeathed to Rome, and this opened a new page in the history of the peninsula. The Thracian Chersonesus became part of the Roman state, who had been pursuing a policy of expansion eastward at that time. The first information about the establishment of Roman rule there comes from an inscription found in Cnidos and dated to 101-100 BC, attesting the appertenance of the Cainic Chersonesus to the Roman province of Macedonia. The analysis of this text suggests the extrapolation from this definition of the names of two separate administrative units, the Thracian Chersonesus and Cainica. The Cnidos inscription shows us that the area conquered by Titus Didius was Cainic Chersonesus, which, according to the provisions of the law, was subjected to the administrative, military, and financial jurisdiction of the governor of Macedonia. The region of Cainica was probably between Kypsela and Evreche, but surely not at the Thracian Chersonesus. Perhaps on the inscription was a mistake and should be written Chersonesus on Cainican. During the Mithridatic Wars on the first quarter of the 1st century BC, there are no more detailed informations about the Thracian Chersonesus. There were any changes in the administrative organization of the region. Some remarks of Cicero's show that Thrace around the middle of the 1st century BC. Beyond the river Heblos was still under the administrative jurisdiction of the proconsul of Macedonia. In paragraph 2.4 of his speech titled De Provinciae Consularibus, which was delivered in 56 BC, Cicero mentions the road passing through Thracian Chersonesus as via illa nostra quae per Macedoniam est usque ad Hellespontum militaris. Cicero accuses Lucius Calpurnius Piso Chersoninus, who was the consul of 58 BC and proconsul of Macedonia between 57 and 55 BC, for acting arbitrarily in the procurement of grains for the region and thus putting Salonika, Byzantion, and Chersonesus in difficult conditions. Thus, we understand that the Chersonesus was under the rule of the provincial governor of Macedonia. According to Dio, 54:34-5, Vologaesos, the chieftain of Best tribe, was chasing after Roimetalges, who was officially recognized by the Romans, and in this course he raided and pillaged around 15 BC Chersonesos. Lucius Calpurnius Piso was sent there to repel the raids and to establish peace in the Thracian Chersonesus. Piso was first defeated, but then he defeated Vologaesos and his supporters by pushing them to withdraw.
Thus, Piso established peace in the region. Indeed, the suppression of the revolt and the restoration of Reiometalkes was only achieved after fierce fighting by Calpurnius Piso. A Latin inscription from Lysimachia, later Plagiari, at the Trajan Caesarus, which mentions a centurion of the 7th Macedonian Legion, is usually related to his operations at the head of the Roman legions from Macedonia. There is a settlement known as Plagiari in Bolair during the Middle Ages and post-Byzantine period. A white marble block in the ruins of a church at Plagiari bears a Latin inscription on it. The text mentions a centurion with the name of Marcus Caecilius from the 7th Macedonian Legion, 10th Cohorts. The inscription looks more like a building inscription rather than a funerary one. Perhaps it belonged to a building in the settlement which was formerly called Lysimachia, and then it was reused in the construction of the church. 7th Macedonia Legion was positioned actually in Dalmatia, and perhaps the entire legion or a vexillatio of this legion should have come to the Caesarus for fighting or other purposes. The earliest date for such positioning could be 1311 BC, in the reign of Augustus, when Calpurnius Piso was fighting against the Thracian tribes in Thrace and Thracian Caesarus. The latest date for it could be just before AD 42, because Legio 7th Macedonia assumed the name of Legio 7th Claudia as of 42 AD. Cassius Dio states that the Thracian Caesarus was the personal property of Marcus Vipsanius Agrippa, who bequeathed it to Augustus, evidently on his death in 12 BC. Indeed, an inscription from Sestos honoring Julia, daughter of Augustus, and her husband Marcus Agrippa was associated from the start with the couple's extended visit to the Greek East between 17 and 13 BC. During the reign of Augustus, Chersonesos belonged to his father-in-law Marcus Agrippa. Agrippa had designated his son-in-law in his inheritor, so when he died in 12 BC, the region passed into the ownership of Augustus. Then it stayed as imperial territory. Cassius Dio, who cites this event, writes he doesn't know why Chersonesos was given to Agrippa. Dio 54:29-5. Chersonesos was probably still imperial territory in AD 55. This is evidenced from an inscription dedicating a bathhouse to the emperors and imperial family in 55 AD. Although the Thracian Chersonesos was more considered to be under Roman rule as part of the province of Macedonia, a coin from Sestos with the legend reading Hiera Synkretos suggested that the region was under the rule of the province of Asia, especially Mommsen was of this opinion. However, neither literary nor epigraphical sources furnish evidence that the area belonged to the provincial territory in this time. In spite of the fact that Thracian Chersonesos is geographically part of Thrace, it had a special administrative structure. Actually, this was not something invented when Thrace was made into a Roman province in AD 46. Rather, during the Ptolemaic rule here in the 3rd century BC, an administrator called Strategos of the places in Thrace and Hellespont. For the reign of Hadrian, we get information from a Greek inscription from Ephesus.
This inscription mentions the cursus honorum of Publius Gavius Balbus, who acted as the procurator of Chersonesion Eparchia. Those who erected this inscription called themselves at the Chersonesians living in Hellespontic region. The honoring was made by Koila, Aelium Municipium. It's likely that this inscription was put up in AD 123 during the visit of Hadrian to the province of Asia. The inscription reveals that the Chersones was transformed to an independent eparchia either during the reign of Hadrian or right thereafter, this about mid-2nd century AD. Here, the Latin inscription from Koila, which I mentioned it, and we have still the epigraphical sources as an unpublished inscription concerning the continue of the Ptolemaic influence in this region through this Hieron inscription and the Egyptian deities. These are from Alopeponesos, from this area, western part of the peninsula. And sarcophagus with the inscriptions and the Roman names. And also an unpublished sarcophagus inscription from Koila. The punishment must be paid to the city of Koila. And in 19th century published inscription, Lamprotate, Koilian Polis, and also in at the beginning of 20th century published inscription and honorary inscription from the territory of Koila. So we found, and also bilingual Latin and Greek inscription and the sarcophagus fragment. And we have also numismatical evidence. Last but not least, we have also evidence from the late antiquity from the border of Chersonesos. We know there is a Makronteikos, a long wall on the isthmus of Chersonesos under the time of Miltiades, and this wall is repaired, rebuilt under Justinian, as we know, through Procopius Pericletismaton, and we have still the remains of this wall in this area. The name of this area in the end of 19th century and 20th century is Hexamelion. This is the narrow place of the isthmus, and these are the late antique walls from this area, today in military area, and also on the Propontis shore, you can see some remains of this wall. And perhaps we can localize here late Roman, early Byzantine settlement with the name of Agoraion-Teikos. Perhaps Aphrodisias, we don't know. We have no epigraphical evidence on this settlement. And perhaps in this region was found in 18th century this important inscription is also, and Procurator Auguste Legionis Chersonesi is also here mentioned. It's dated in 114 AD. Another important settlement with some Roman inscriptions is Gallipoli,
And we have also evidence for the connections between Peloponnesos and Kallipolis, like other cities of Propontis and Aegean. And another inscription from Peloponnesos, we have this inscription perhaps from the beginning of 3rd century through the names with Avlai. And also, this is very interesting inscription, is a Diocletian and a Galerius dedication for Asclepios. We found it in the near of Sestos, but it seems to be written in Ilion 200 years ago. It was found in the near of Athena temple in Ilion. And the last point of our trip on North Aegean is Ainos, is also a very famous Trajan rider, and the delta of Hebros, and the early Gulf of Hebros, about 43 kilometers inside of the land, and Ainos. Today we have new founded epigraphical evidence for an imperial stator, Kaisareios Statoris, perhaps also from the 3rd century AD. So this area, the later centuries of the Roman imperial time, was for Chersonesos and for North Aegean not so good. Evidently, we have no more epigraphical evidence on this region. We continue our survey, and I hope we can find more evidence for the localization to find some answers for the difficult topographical questions in this area. Thank you very much for your listening and for your patience. We thank you for having kept our schedule. So our second speaker in this second session is Professor Cendric Brelas from the University of Strasbourg. The title of his announcement is Philippe, une colonie romaine dans son contexte régional. Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'aimerais tout d'abord dire aux organisateurs de cette rencontre le plaisir que j'ai à me trouver à nouveau dans ces murs qui ne me sont pas complètement inconnus à l'occasion de cette journée d'études et les remercier pour leur invitation qui me permet de revenir sur le cas de la colonie de Philippe, sur laquelle j'ai eu l'occasion de me pencher depuis plusieurs années maintenant, dans son contexte régional au sens le plus large du terme, comme nous le verrons tout à l'heure.
Le but de cette communication sera d'apprécier les changements provoqués par la fondation de la colonie romaine, de cette colonie romaine, à l'emplacement de la cité gréco-macédonienne de Philippe au lendemain de la bataille de 42 avant Jésus-Christ. C'est une chose bien connue, en effet, je crois que nous l'avons déjà rappelé ce matin, la domination romaine en Macédoine se caractérise notamment, mais pas seulement, à partir de la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, par la concentration relative de colonies qui furent implantées, hormis à Dyrrachium, donc à l'extrémité occidentale de la province de Macédoine, sur la façade adriatique de la province, à Pella, à Dion, donc d'anciennes capitales royales antigonides, mais aussi à Cassandrée et à Philippe. Cela formait une sorte de réseau de colonies et cela peut faire penser dans un certain sens à d'autres réseaux de colonies qui sont attestés dans la région des Détroits, par exemple. Pensons aux colonies romaines de Parion, Lampsaque, Alexandrie de Troie, dont il sera question tout à l'heure, ou aux réseaux coloniaux en Pisidie, autour d'Antioche de Pisidie, par exemple, ou encore dans plusieurs provinces occidentales, en Afrique ou en Bétique, par exemple. Les bouleversements qui furent engendrés par la décision prise par les autorités romaines centrales d'implanter une colonie romaine à cet endroit de la province de Macédoine se sont révélés très nombreux et profonds sur le plan local. Cela est passé par l'abolition de la police préexistante, à laquelle on a substitué une nouvelle communauté politique, la colonia, l'installation de milliers d'Italiens sur le territoire de l'ancienne cité, de la police de Philippe, l'expropriation des anciens habitants et le remaniement parcellaire de la région par le biais de la centuriation, enfin l'introduction d'institutions politiques romaines et le recours désormais au latin pour les usages officiels, du moins dans l'épigraphie publique. La déduction coloniale n'a pas affecté seulement le site même de la cité gréco-macédonienne de Philippe et sa cora adjacente. Je me propose donc dans cette communication de jauger l'impact qu'a pu avoir la fondation coloniale sur le plan régional et sur le moyen terme durant les 3 siècles qui font suite à la déduction initiale. Nous allons donc nous interroger notamment sur la portée de l'implantation en un point précis de la province de Macédoine d'une communauté exogène, la colonie, greffée par décision de l'État central. Nous interrogerons également sur les modifications qui furent apportées par la fondation de la colonie sur les équilibres régionaux dans une quantité de domaines, donc plusieurs domaines, je ne prétends pas être exhaustif ici, politique, démographique, social et économique. Nous interrogerons également sur la manière dont la colonie s'est intégrée dans son environnement provincial, en soulignant notamment les contacts qui étaient entretenus entre la colonie et les cités voisines pérégrines. Ce programme ici que je vous soumets sera examiné à travers 3 questions. Je m'intéresserai dans un premier temps à la géographie administrative et aux bouleversements, aux transformations qu'a impliqué la fondation de la colonie sur la gestion administrative de la région dans son ensemble. Dans un second temps, il sera question des flux de population et des mobilités géographiques depuis Philippe et vers Philippe. Et idéalement, j'aurais souhaité également parler des interactions culturelles et économiques, mais je n'aurai pas le temps de le faire, donc je tâcherai en revanche de m'atteler à cela dans une version écrite de cette communication. Donc, intéressons-nous dans un premier temps à ce qu'a provoqué comme conséquence la fondation de la colonie sur la réorganisation administrative de la Macédoine orientale dans son ensemble. Comme je le disais tout à l'heure, la fondation de la colonie a provoqué formellement la dissolution de la communauté politique préexistante qui était la cité gréco-macédonienne. Depuis la fondation de la colonie, seuls les colons étaient désormais les détenteurs des droits civiques. Les anciens habitants, comme dans toute colonie, furent relégués au rang d'incolae, autrement dit de pérégrins résidents permanents, qui étaient ressortissants de la colonie d'un point de vue juridique, mais qui ne pouvaient pas y exercer les droits civiques. Cela a été très bien montré, notamment par les travaux d'Athanasios Rhizakis depuis maintenant de nombreuses années. La colonie, techniquement, est devenue, sur le sol provincial, une émanation, une portion de la Respublica de l'État romain. Et cela a des conséquences très profondes sur le régime des terres et sur les statuts juridiques collectifs. Il est intéressant de souligner que techniquement, la colonie de Philippe jouissait du ius italicum,
Donc cela signifiait que, théoriquement du moins, la colonie bénéficiait d'une forme d'extraterritorialité par rapport à la province. Elle ne faisait théoriquement pas partie de la province, mais c'était une portion du sol italien qui, en principe, devait la mettre à l'abri de l'immixtion du gouverneur, ce qui est un privilège tout à fait théorique, comme c'est le cas notamment pour les cités libres, les cités pérégrines, mais qui jouissaient de la libertas. J'aimerais ici évoquer à propos de la réorganisation administrative de l'ensemble de la Macédoine orientale, très brièvement, la définition du territoire de la colonie de Philippe. Il ne s'agit pas ici pour moi de revenir sur la question très complexe des limites précises du territoire, mais j'envisageais les choses de manière structurelle pour montrer que la fondation de la colonie n'a pas touché seulement la Cora de la cité préexistante, mais a provoqué une réorganisation administrative de la part des autorités romaines qui a embrassé l'ensemble de la région comprise entre le Strimon et le Nestos, que vous voyez ici, que vous reconnaissez de part et d'autre de cette image. Il est important, je crois, de souligner que la Pertica, comme le disent les auteurs grammatiques romains, autrement dit le territoire colonial, ne s'est pas superposé tel quel à la Cora de l'ancienne cité. L'étendue du territoire de la nouvelle fondation, la nouvelle entité qu'est la colonie, a été révisée et l'étendue de ce territoire se dessine en négatif ou s'est dessinée en négatif d'abord lors de la fondation par opposition au territoire des cités pérégrines environnantes que l'on voit ici sur cette image où l'on voit notamment les cités pérégrines voisines d'Amphipolis, dans la vallée du Strimon notamment Cérès, mais également Bergé et Gazeros, qui existent toujours en tant que cité pérégrine indépendante à l'époque impériale, et de l'autre côté, Topiros, bien sûr, mais également Thasos, puisque Thasos, on pourrait se demander pourquoi Philippe a une frontière avec l'île de Thasos. C'est dû aux possessions territoriales, à la péritasienne que la cité conservait toujours dans cette zone, ici, près de l'embouchure du Nestos, à l'époque impériale. La fondation de la colonie a entraîné une modification des statuts individuels et collectifs et un changement de régime des terres, ne serait-ce que parce que de nombreux lots de terres ont été attribués aux vétérans, alors que les incolae, les pérégrins, étaient rejetés sur des terres de moins bonne qualité. Nous reviendrons peut-être sur ce point tout à l'heure. Pour augmenter les ressources à la disposition de la colonie, les autorités romaines ont procédé à une réorganisation de plus grande ampleur qui a affecté des communautés qui jusqu'alors étaient indépendantes et qui désormais sont passées sous la domination de la colonie romaine. Des cités ont été alors absorbées par la colonie, c'est le cas en particulier de Néapolis, l'actuelle Kavala, l'ancienne colonie thasienne de l'époque archaïque, qui a servi de débouché maritime et de port à la colonie romaine. C'est une chose bien connue, c'est par exemple à Néapolis que débarque l'apôtre Paul en venant d'Alexandrie de Troade pour rejoindre la Via Egnatia qui le mène à Thessalonique. Autrement dit, l'augmentation du territoire de Philippe par l'annexion de Néapolis a dû revêtir des enjeux économiques non négligeables pour la nouvelle entité qu'était la colonie. Autre chose, et ça, cette chose dont je vais parler maintenant, cette mise au point est due à Athanasios Rhizakis, qui a montré de manière, je crois, parfaitement convaincante, qu'en plus de ce territoire de la Pertica, proprement dit, dont on voit à peu près ici les limites par ces flèches entrétillées, des terres appartenaient à la colonie, mais qui étaient détachées physiquement du cœur, du noyau de la Pertica. Il s'agit ici de ces terres qui se situaient dans la vallée du Strimon, dans le bassin du Strimon, autour grosso modo de Cérès, et j'ai ici fait figurer très grossièrement par ce cercle en rouge à peu près ce qui pouvait être l'étendue de ces terres qui juridiquement dépendaient de la colonie, mais qui physiquement étaient détachées de la Pertica. Il y avait donc une solution de continuité entre la Pertica qui s'arrêtait là et la Praefectura, ces terres ici appartenant des cités pérégrines qui ne dépendaient pas du tout de la colonie. Cela a été appelé du nom de Praefectura par les grammatiques dans la littérature technique de la centuriation. Ces terres attribuées à la colonie peuvent provenir d'anciennes terres royales antigonides qui avaient été faites à guerre publicus, d'où ma question de tout à l'heure que je posais, ou des terres retirées à des cités pérégrines de la région, peut-être Cérès, que sais-je, ou Bergé. Je mentionnerai également le cas des Vicii. Ce sont ces communautés rurales
qui sont attestés abondamment par l'épigraphie philippienne, les Vikis, voici le nom, vicus en latin, qui signifie village. Ces communautés rurales étaient habitées essentiellement par des Thraces, comme le montre l'épigraphie, et on doit y reconnaître probablement d'anciens villages, d'anciennes comailles d'époque hellénistique, des comailles si l'on veut, qui disposaient d'une très large autonomie administrative au sein de la colonie. C'est-à-dire que tous ces lieux ici indiquent en rouge, les points rouges indiquent des lieux où des inscriptions mentionnant des Vikis ont été découvertes. Dans chacun de ces endroits se trouvait une communauté rurale qui dépendait juridiquement de la colonie. Nous nous trouvons sur le territoire colonial, mais qui disposait d'une large autonomie administrative pour leur gestion interne. Donc il n'est pas nécessaire, comme cela a été parfois évoqué dans l'historiographie, de postuler le déplacement massif de Thraces dans cette région. Des Thraces se trouvaient déjà là lorsque la colonie a été fondée, et ce sont les résidus de cette présence thrace que nous trouvons dans l'existence de ces communautés rurales au sein de la colonie de Philippe. Les limites du territoire colonial coïncident à l'est avec la frontière orientale de la province de Macédoine et jusqu'en 46 après Jésus-Christ avec la frontière extérieure de l'Empire, c'est-à-dire jusqu'au moment où la province de Thrace a été fondée, a été créée à l'époque de Claude. Paul Collard, qui est le pionnier des études philippiennes, avait postulé la fonction stratégique de Philippe en justifiant sa création pour des considérations d'ordre géopolitique à cet endroit sur la Via Egnatia. Donc, ce n'est pas mon propos ici de remettre en cause profondément l'intérêt stratégique que les Romains ont pu trouver dans la fondation de cette colonie. J'aimerais simplement apporter une nuance en disant que nous ne disposons d'aucun indice qui permet de prouver que la colonie ait joué un quelconque rôle direct et militaire dans les opérations qui étaient dirigées contre la Thrace durant des décennies, depuis le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, lors de la fondation de la colonie, jusqu'en 46 après Jésus-Christ. Tout au plus, la colonie a-t-elle pu servir de point d'appui logistique, mais la frontière de la Macédoine, aussi instable soit-elle, ne ressemblait pas à un limès à cette époque. Ce n'est pas le limès danubien ou rhénan que l'on connaît à l'époque impériale plus avancée. D'ailleurs, de manière générale, aucune des colonies romaines fondées à l'époque césaro-augustéenne ne faisait office de garnison ou de camp militaire. Philippe n'était pas une forteresse sur l'Egnatia. Toutes les opérations militaires menées en Thrace durant toute cette époque, comme mes prédécesseurs à la tribune l'ont rappelé, étaient confiées à l'armée et non pas à la colonie qui avait nullement les moyens logistiques et matériels pour organiser des campagnes militaires. La fondation d'une colonie à cet endroit par Antoine au lendemain de la bataille de 42 sur le champ de bataille répondait à un souci agraire et apportait une solution à un problème socio-économique propre à Rome, le besoin de terre pour installer les vétérans des guerres civiles. Et c'est la raison première qui explique le choix de ce site pour installer des vétérans. Il n'en demeure pas moins que Philippe se trouve effectivement, cet objectif, à cheval entre les espaces macédoniens et thraces. Et j'aimerais ici, dans une deuxième partie, examiner maintenant l'insertion de la colonie dans son espace régional. J'aimerais le faire en me penchant sur les populations qui étaient en contact dans la colonie de Philippe et en examinant les relations que celles-ci entretenaient avec des communautés environnantes à travers un aspect qui est celui de la mobilité géographique, à la fois des individus originaires de Philippe, où va-t-on lorsqu'on part de Philippe, et de ceux qui, venant d'ailleurs, se sont installés dans la colonie. Donc une mobilité en deux sens. Et cette enquête devrait permettre de dessiner, je l'espère, les contours de ce que pourrait signifier la notion de région dans le cas de Philippe. Dans un premier point, j'aimerais ici évoquer très brièvement la composition ethnique de la population philippienne à l'époque impériale. J'ai fait allusion tout à l'heure à l'afflux massif d'Italiens latinophones en Macédoine orientale par vagues successives. Au lendemain de la bataille, en 42 avant Jésus-Christ, mais également en 30 avant Jésus-Christ, 12 ans plus tard, lorsque la colonie a été refondée par Octave, qui a installé des civils italiens chassés de la péninsule. Autrement dit, les partisans d'Antoine ont été chassés des bonnes terres d'Italie pour être relogés dans les colonies transmarines, au-delà de la péninsule italienne.
Cela a dû nécessairement engendrer un bouleversement démographique et une redistribution des populations entre le Strimon et le Nestos, d'autant plus que la centuriation du territoire ne s'est pas cantonnée à la plaine de Drama. Si je reviens ici à la carte de la Macédoine orientale, certes, cette plaine ici, entre le site de Philippe et Drama, a été mise à profit pour l'agriculture, pour la centuriation. Des terres ont été données aux vétérans, mais l'épigraphie permet de montrer que des vétérans ont également posséder des terres dans des régions excentrées du territoire colonial, dans le vallon de Prosotsani, également dans la pierrie du Pangé, donc dans cette plaine qui est séparée par le massif du Pangé et le Simvolo de l'autre. Autrement dit, les opérations de centuriation ont concerné un territoire, une région tout à fait vaste. On trouve à côté des Italiens des Incolae d'origine thrace dans leur majorité, comme l'illustre l'onomastique. Et je crois qu'ici que personne ne remettra en cause l'origine thrace d'un Bitus Tausigis ou d'un Tausies. Il est tout à fait clair que l'onomastique ici est caractéristique de l'espace thrace. Cette inscription est intéressante car elle montre que les colons pouvaient recourir de manière récurrente, c'est ce qui est un fait rare dans les colonies romaines d'Orient, à la langue des colons, au latin, autrement dit. D'ordinaire, les pérégrins, les Incolae, dans les provinces, dans les colonies romaines d'Orient, n'utilisent toujours que la langue majoritaire dans leur environnement, à savoir le grec. Et c'est un des indices qui montre, à mon sens, que la Macédoine orientale n'était pas entièrement hellénisée à l'époque impériale, ce qui est une chose qui est suggérée par l'onomastique, mais que l'on peut ici renforcer par l'étude des contacts linguistiques. On pourrait se poser la question du devenir des élites grecques de la cité macédonienne qui sont étrangement absentes ou peu présentes dans la documentation épigraphique. On pourrait émettre l'hypothèse d'une punition éventuellement par des peines d'exil ou des mises à mort, comme cela est attesté lors des fondations coloniales, pour une éventuelle participation de leur part à la guerre civile, mais du mauvais côté, si je peux dire. Autrement dit, les sources littéraires n'en parlent pas. Donc c'est une hypothèse ici que j'avance de manière très prudente, mais on pourrait imaginer que cela expliquerait en partie l'absence, le manque de visibilité des élites grecques dans la documentation de la colonie romaine. Évoquons ici maintenant la mobilité géographique vers Philippe. L'examen des gentilices attestés à Philippe permet de déterminer les régions d'Italie d'où provenaient les premiers colons. Et je vous donne ici non pas une liste exhaustive, bien sûr, mais je mentionne ici quelques-uns des gentilices tout à fait rares. Certains sont même uniques à Philippe. Autrement dit, dans l'ensemble du monde romain, on ne les connaît qu'à Philippe et peut-être avec une ou deux autres attestations en Italie, ce qui permet ici d'établir avec une vraisemblance assez élevée les régions d'Italie dont étaient originaires ces familles de colons. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on note très peu de gentilices connus pour les familles de negociatores. Autrement dit, contrairement à ce qui se voit dans d'autres colonies, à Dion par exemple, à Corinthe, si je me réfère à l'Achaïe, on note très peu de familles de negociatores. Et cela est probablement dû au fait que, comme le dit Strabon, Philippe était un établissement modeste, une katoikia mikra, comme le dit Strabon. C'est-à-dire qu'Amphipolis abritait une communauté de negociatores, de même qu'en Chalcidique, depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, ou le premier siècle avant Jésus-Christ, tout à fait étoffé. Ce n'était probablement pas le cas à Philippe. D'ailleurs, la colonie n'a jamais joué le rôle de pôle d'attraction des élites régionales et provinciales. Autrement dit, on n'allait pas à Philippe pour espérer une mobilité sociale. On allait en revanche à Thessalonique, bien sûr, qui est le siège de l'officium du gouverneur. Donc les différences d'échelle sont tout à fait nettes ici entre Thessalonique et Philippe. On note toutefois la présence de pérégrins qui provenaient d'autres cités installées à Philippe. Et sur cette carte, j'ai reporté ici en rouge toutes les cités dont étaient originaires des pérégrins attestés à Philippe. Alors on peut mentionner, hormis de grandes métropoles de la province d'Asie, des cités, j'allais dire, voisines, que sont Thessalonique et Thasos, mais également ici une concentration relative, bien sûr, mais plusieurs cités de Thrace égéenne et du nord-ouest de l'Asie mineure. Et je vous propose de garder ça en tête, puisque cela a une importance, je crois, lorsque nous définirons tout à l'heure l'espace régional de Philippe.
Je passe maintenant à la mobilité géographique depuis Philippe, en envisageant l'installation de citoyens romains philippiens dans d'autres cités. Effectivement, l'installation de centaines ou de milliers d'Italiens de manière très ponctuelle en Macédoine orientale, lors de la création de la colonie, a entraîné à terme un essaimage de ces familles qu'il vaut la peine ici d'examiner. Et sur cette carte figure ici, j'ai reporté certains des gentilistes qui sont très bien attestés à Philippe. Donc ce sont probablement des gentilistes de familles de colons qui se retrouvent également dans des cités voisines au sens très large du terme. Donc on trouve des familles de colons qui sont installées dans les cités directement voisines, à Amphipolis, à Thasos, à Cérès, mais également plus loin à Abdère ou également à Thessalonique, où on trouve plusieurs gentilistes qui sont également attestés à Philippe. Alors c'est difficile, cela dépend de la rareté du gentilisme. Je ne prétends pas que toutes ces familles étaient nécessairement philippiennes, mais suivant que le gentilisme est plus ou moins rare, notamment Outiedius, c'est un gentilisme extrêmement rare, nous pouvons quasiment être sûrs que les Outiédii d'Abdère proviennent de Philippe, où cette famille est attestée. Pour des gentilismes plus courants comme Pontii, on ne peut pas le garantir absolument. J'aimerais ici mentionner très brièvement, donc dans la fin de cette seconde partie, avant de passer à une conclusion, un bilan général, mentionner quelques parcours individuels qui suggèrent des contacts régionaux. Les limites administratives entre les provinces de Thrace et de Macédoine ne formaient pas un obstacle, en l'occurrence, pour les relations interrégionales, ce qui est une chose évidente, mais je trouve intéressant de le mentionner ici d'un point de vue de la géographie administrative. L'enracinement régional de la colonie s'est fait d'un côté comme de l'autre des frontières provinciales administratives. Il se trouve que l'on connaît plusieurs Philippiens qui ont fait carrière en dehors de la colonie. C'est le cas notamment ici de ce chevalier qui, en plus de sa carrière équestre, s'est acquitté de toutes les charges civiles à Thessalonique. C'est un cas qui n'est pas représentatif, c'est la seule attestation. Donc il ne faut pas imaginer que les Philippiens allaient en masse à Thessalonique. C'est la seule attestation à notre connaissance d'un Philippien qui a fait carrière, je ne parle pas des gens qui sont installés pour des raisons économiques, mais qui a fait carrière dans la capitale provinciale. Je mentionnerai comme autre exemple des contacts que les Philippiens pouvaient avoir avec l'extérieur, et dans un sens comme dans l'autre. Je mentionnerai le cas très célèbre de Vibius Quartus. Je crois que toute personne qui s'est rendue à Philippe ou dans sa région a remarqué près de Dikilitash ce monument absolument exceptionnel. Vibius Quartus n'est pas philippien comme le montre sa tribu Cornelia, qui est la tribu de Thessalonique. Ce qui est intéressant de mentionner, donc Vibius Quartus a fait une carrière équestre tout à fait remarquable, qui l'a conduit même jusqu'à des procuratels. Et cette inscription funéraire qui dépendait de son cénotaphe à Thessalonique mentionne qu'il avait été stratège de Thrace, probablement dans les contextes de la réduction en province du royaume Thrace. Donc le choix de l'ensevelissement à Philippe de la part de Vibius Quartus s'explique probablement par les affinités que cet individu avait avec la Thrace. La Thrace, justement, j'aimerais mentionner le cas ici de ce sénateur, Gaius Iulius Maximus Mucianus, qui a été fait sénateur par Antonin le Pieux et qui s'était installé à Philippe, comme le prouve ici sa tribu Voltinia, qui est la tribu de Philippe. Cet individu était, on s'accorde à le dire, et je suis convaincu personnellement par cette interprétation, était probablement originaire ou descendait de la famille royale Thrace, comme peut le suggérer bien sûr le gentilis Iulius, qui était porté par la famille royale Thrace et par les rois clients de Thrace, et par Mucianus, qui sonne très romain, mais qui est un nom d'assonance Thrace. Il se cache un nom Thrace là derrière. Son frère porte le cognomen Thérèse, qui est tout à fait Thrace également. Cet individu s'est établi à Philippe, c'est intéressant, il était attiré par le milieu romain qu'est la colonie, mais il a maintenu des liens très étroits avec la Thrace. Il a été effectivement décurion dans la province de Thrace, autrement dit, il a été bouleute
Bouloïtès, Vouleftis, dans une quantité de cités pérégrines de Thrace. Malheureusement, elles ne sont pas détaillées. Et son frère a été tracarque, autrement dit président du Koidon Thrace à Philippopolis. Ce cas est tout à fait exceptionnel. C'est le seul sénateur philippien, et encore n'est-il pas complètement philippien, puisque c'est un Thrace venu s'établir à Philippe. Rien donc de comparable avec, par exemple, la Antioche de Pisidie, où on connaît 7 familles sénatoriales descendants de colons. Ici, ce ne sont pas les descendants de colons qui accèdent au Sénat, mais un descendant de la famille royale Thrace. Un dernier exemple, avant de passer à un bilan plus général, j'aimerais mentionner cette inscription d'Alexandrie de Troade. Il s'agit d'une inscription en l'honneur d'un chevalier qui s'est acquitté de toute une série de milices équestres et qui a également, en parallèle, fait une très belle carrière civile à Alexandrie de Troade, où il a revêtu le flaminat de Jules César divinisé, mais également dans les colonies d'Aprie, de Philippe et de Parion. Un parcours donc régional. Antonius Rufus est probablement descendant d'une famille d'indigènes romanisés, comme le suggère ici bien sûr le gentilice dû à Marc-Antoine Antonius. Il est inscrit dans la tribu Voltinia. On peut hésiter. Provient-il de Philippe, qui est inscrite, dont les citoyens dépendent de la Voltinia, ou d'Aprie, parce que dans l'historiographie, on suppose que la colonie claudienne d'Aprie, également sous la Via Egnatia, avait vu ses citoyens inscrits dans la même tribu. Je n'ai pas le temps ici d'en parler en détail, on pourra le faire éventuellement dans la discussion tout à l'heure. Ce qui est intéressant de noter, et je le montre ici par cette carte, en mauve figurent les cités ou les régions ou les colonies, les communautés où des Philippiens ont revêtu des charges publiques. Thessalonique, c'est le chevalier de tout à l'heure. En Thrace, c'est le sénateur que nous avons vu. Et ici, ce réseau de colonies où Antonius Rufus avait des intérêts, avait fait carrière, appris sur la Via Egnatia que je restitue ici avec mon pointeur, puis Parion et Alexandrie de Troade dans la région des Détroits. Ce sont des cas exceptionnels. Les cas que je viens de présenter sont exceptionnels. Je ne pourrais pas vous en citer d'autres, autrement dit. Nous avons ici fait le tour des inscriptions qui prouvent l'investissement de notables philippiens ailleurs. Donc rien de comparable avec les notables corinthiens qui peuvent s'illustrer à l'échelle régionale, rien de comparable avec les élites d'Antioche de Pisidie qui accèdent à des procuratels équestres ou qui accèdent au Sénat. Je ne parlerai pas, comme je l'ai dit, des interactions culturelles et des échanges économiques, mais il faudrait le faire pour apporter des arguments supplémentaires au bilan que j'aimerais ici présenter en guise de conclusion. Le but de ce bilan sera d'apporter une appréciation globale de la place que la colonie de Philippe a pu occuper dans son environnement régional, et je le ferai autour de 4 points. Première remarque, ce rapide réexamen des circonstances dans lesquelles la colonie fut fondée, en remettant la fondation dans le contexte général des déductions de César-Augustine, permet de montrer que les citoyens romains qui ont été déduits à Philippe n'ont pas été installés en Macédoine orientale dans le but de contrôler la région. La colonie n'est pas un instrument de la domination impériale en Macédoine. La colonie n'est pas le moteur de l'intégration de la région. Il faut rappeler que la Macédoine faisait partie depuis plus d'un siècle d'une province lorsque la colonie est fondée. L'intégration de cette région et de la Thrace est passée par des campagnes militaires, par la création de la province de Thrace et par la politique de polyadisation due à Trajan qui a examiné Maria Gabriella Parisaki. Deuxième remarque, la colonie de Philippe n'a pas été un centre de diffusion de la romanité ou de la latinité. Si les Incolae Thraces ont pu adopter le latin, cela est très sporadique. On ne note aucune influence, ni linguistique, ni institutionnelle dans les cités pérégrines environnantes, à Cérès, Amphipolis ou Topiros, qui seraient dues ou qui seraient à attribuer au voisinage avec la colonie. Donc Philippe n'a pas irradié, disons, n'a pas diffusé la latinité ou la romanité de ce point de vue-là. L'inverse est vrai en revanche. Sur le long terme, la colonie s'est hellénisée pour devenir une ville
ville chrétienne, hellénophone, dans l'Empire proto-byzantin au VIe siècle. Philippe est une ville hellénophone comme toutes les autres villes de l'Empire proto-byzantin. Troisième remarque, en tant qu'émanation de l'État romain jouissant du ius Italicum, la colonie, il est vrai, disposait d'un statut privilégié au sein des communautés locales des provinces de Macédoine et de Thrace. Mais malgré ce statut, Philippe n'est pas devenu un grand centre régional, ni politique, ni économique, qui aurait encouragé, qui aurait fait converger les élites pérégrines provinciales et les marchands. Philippe n'est pas le pôle qu'est Thessalonique, ce n'est même pas Amphipolis pour ce qui est de la présence des négociatores. Par ailleurs, certaines de ses voisines, Amphipolis et Thasos, étaient des cités libres, qui étaient sans doute très fières de leur particularisme, et on peut imaginer une certaine compétition avec la colonie. Pour preuve, l'arbitrage apporté par le gouverneur de Thrace entre la colonie de Philippe et de Thasos pour ce qui est de la gestion du tronçon probablement de la Via Egnatia, puisque Thasos a des possessions impériales, les deux cités étaient voisines. Eh bien, la réponse du gouverneur de Thrace est la suivante, cela a été très bien étudié à nouveau récemment par Julien Fournier. La réponse consiste à donner raison à la cité libre contre la colonie. Autrement dit, il ne suffit pas d'être colonie romaine pour nécessairement avoir gain de cause dans les litiges frontaliers et fonciers avec les cités pérégrines. Philippe est resté, les élites locales philippiennes sont restées d'une envergure modeste. Les Philippiens n'entretenaient pas de relations étroites avec la famille impériale et je crois qu'il faut relativiser la prospérité de la ville. Le centre monumental que l'on voit toujours, le grand forum de Philippe, qui a été étudié en détail par Michel Sèvres, donne une image faussée de la prospérité. On a l'impression d'une très grande mégalopole. À vrai dire, il faut noter que l'on connaît plusieurs curateurs sénatoriaux au IIe siècle. À la même époque où le forum a été construit, on connaît plusieurs curateurs sénatoriaux. Autrement dit, la colonie était sous tutelle financière imposée par le gouvernement impérial, ce qui signifie que la colonie n'était pas aussi prospère qu'on l'imagine. Alors, quelles sont les raisons à chercher dans comment peut-on expliquer cette prospérité très relative? Faut-il remonter au fait que les premiers colons étaient des civils chassés de la péninsule et qui n'auraient pas réussi à constituer de grandes fortunes? Peut-être, on peut discuter. En tout cas, Néapolis ne s'est pas imposé comme un grand port en Thrace, et la Via Egnatia, sur laquelle on insiste beaucoup dans l'historiographie, pour la colonie a été un lieu de passage, mais pas un lieu d'aboutissement. Autrement dit, il y avait du passage à Philippe, mais on ne faisait que passer, et cela n'a pas provoqué une prospérité ou encouragé une prospérité. Quatrième et dernier point de conclusion, en définitive, Philippe a été à l'époque impériale une communauté locale comparable aux cités pérégrines d'aura régionale, Amphipolis, Cérès, Thasos, Abdère, Maronée. Les bouleversements engendrés par la fondation coloniale ont été nombreux et radicaux et profonds, mais ils ont été circonscrits à la région immédiate que constitue le territoire de Philippe. La réorganisation n'a pas affecté un espace aussi vaste que lors de la création de la colonie de Patras, par exemple, comme l'a montré Athanasios Chryzakis, où c'est non seulement le territoire de l'ancienne cité de Patras qui avait été touché, mais également l'ensemble du nord-ouest de l'Achaïe et même la Locride occidentale et une partie de l'Étolie. La région ici qui a été bouleversée est plus circonscrite et comprise entre le bassin du Strymon et le bassin du Nestos. Philippe a donc eu une aura dans la région immédiate entre ces deux fleuves. Pour le reste, les relations que les Philippiens ont entretenues à l'extérieur, pour des raisons personnelles, suggèrent que la colonie s'insérait dans un espace qui s'étendait de Thessalonique au Détroit. Si on superpose ces deux cartes, la carte de la mobilité interne, disons, mobilité géographique vers Philippe et la carte de la mobilité externe à partir de Philippe, eh bien on peut redessiner, si on veut, un espace régional que je fais ici figuré par ce trétier vert, si l'on veut. Du point de vue de Philippe, il paraît donc légitime, pour me référer à nouveau à l'idée maîtresse de cette journée d'études, de parler rétrospectivement de l'existence d'un espace nord-égéen qui comprendrait non seulement la façade maritime de la Macédoine et de la Thrace, mais aussi, pour ce qui est de Philippe, l'extrémité nord-occidentale de la péninsule anatolienne, comme nous le voyons tout à l'heure avec la provenance de gens de Prusse, de Prousias par exemple à Philippe, et l'investissement de Philippiens dans des colonies comme Parion ou Alexandrie de Troade. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Ce constat que vous faites, que Philippe n'est pas une ville, une colonie si importante qui joue un rôle si important comme Corinthe, Patras, etc., ça se voit, je pense, aussi avec son monnayage, qui n'est pas vraiment un très grand monnayage. D'autres colonies avaient vraiment un monnayage qui était beaucoup plus large. Et en même temps, la circulation de son monnayage était très régionale aussi. J'ai cette impression, il n'y a pas de corpus sur Philippe, mais d'après les fouilles et tout ce qu'on trouve, je pense que ce n'est pas un monnayage énorme. Thessalonique, en Macédoine, c'est le plus grand monnayage. Si ça peut vous aider. Oui, je vous remercie infiniment de cet élément supplémentaire. Pour faute de temps, je n'ai pas eu l'occasion effectivement d'évoquer les échanges économiques. Alors je ne dirai rien du monnayage de Philippe pour la présence et surtout de Monsieur Amandry ici. Mais j'ai tout à fait cette même impression. C'est-à-dire que nous avons dans l'historiographie, il y a eu une tendance à exagérer l'importance de Philippe. Alors je ne veux pas dire le contraire, j'y travaille depuis 15 ans, je ne vais pas minimiser volontairement, mais il faut être réaliste. Ce n'est pas une grande colonie au sens de Corinthe ou d'Antioche de Pisidie. Alors, on peut être abusé par plusieurs choses. D'abord, par le statut même de colonie. Mais comme le montre l'arbitrage du gouverneur de Thrace, il ne suffit pas d'être colonie pour avoir gain de cause. C'est-à-dire que ça ne suppose pas des prérogatives dans les règlements qui opposent la colonie à une cité libre, par exemple. Deuxième chose qui a pu fausser notre perception, c'est la grandeur du territoire. Effectivement, il y a un vaste territoire qui a été exploité. Troisième chose, ce sont les ruines elles-mêmes. Lorsqu'on se rend à Philippe, il y a un forum qui fait bonne impression, n'est-ce pas, avec un programme architectural tout à fait ambitieux et une documentation épigraphique qui est exceptionnelle. 1500 inscriptions, nombreuses encore inédites dont la publication est en cours. Mais si l'épigraphie philippienne est aussi riche, ce n'est pas tant parce que la colonie elle-même était exceptionnelle par rapport à Corinthe, c'est parce que les conditions de fouille, le fait que la plaine soit très peu urbanisée, font qu'on découvre toujours chaque année de nouvelles inscriptions. Donc effectivement, il ne faut pas se laisser abuser par l'image que nous donne la documentation. Et j'insiste sur ce fait, pour terminer, qu'à la même époque où le forum était construit, il y avait une tutelle financière des curateurs. Et c'est mauvais signe de trouver des curateurs sénatoriaux dès le règne de Marc Aurèle. C'est le signe des difficultés financières locales. Justement, une question sur le curateur. Sur le curateur du forum. C'est d'abord, et je pense dans le plus grand nombre de cas, c'est questor macédonien en même temps. Et il y a d'autres, et combien d'autres ? Le volume qui constituera le premier tome du corpus de Philippe, dont il était question tout à l'heure et qui est sous presse, comprend de mémoire 2 ou 3 inscriptions nouvelles, inédites, qui mentionnent des curateurs qui ont été également questeurs propriétaires. Et on peut exclure qu'il s'agissait du même personnage. Donc il s'agit de Caius Modius Laetius Rufinianus, peu importe, qui est connu par plusieurs inscriptions, qui est intervenu dans l'édification, qui a exercé un contrôle sur les travaux. Et de nouvelles inscriptions mentionnent de nouveaux curateurs qui étaient également questeurs, et toujours au IIe siècle. Donc il semblerait que cette tutelle financière s'est prolongée pendant plusieurs années, et il est tout à fait notable de remarquer cette association entre la fonction de responsable des finances de la province d'une part et de contrôleur en quelque sorte des finances de la colonie. Et par ailleurs, un indice qui avait échappé, qui n'a pas été mentionné dans l'histoire jusqu'à présent, par hasard, un fragment du digeste mentionne la réponse d'un empereur à un curateur de Philippe. Donc c'est un exemple supplémentaire qui montre que la colonie était sous tutelle. Dans le contexte de notre question d'entité locale ou supérieure, vous savez que la même combinaison de questor et curator est connue pour Nicomédia, à cause de quoi que j'ai publié avec Peter Weiss. Et
d'une façon générale, on peut remarquer que le poids des deux côtés du Bosphore ont les mêmes caractéristiques envers d'autres poids de la partie hellénophone. Et pour une autre combinaison, le nom gentilis rare qu'on trouve à Philippi, on trouve également à Bulis et à Dyrrhachium. C'est quelque chose de typique pour ces colonies, j'ai l'impression. Et à Bulis, nous avons beaucoup d'indices que Agrippa et Auguste ont donné de l'argent pour fonder la colonisation, pour construire. Nous avons le même type d'aide impériale à Philippi? Non, pas du tout. C'est-à-dire que les travaux de Michel Sèvres ont permis de montrer qu'il a existé un état monumental du forum déjà à l'époque de Claude. Cela a pu être montré, mais on ne connaît quasiment rien des élévations et de l'épigraphie. Donc on ne sait pas qui a financé le premier état claudien. On ne sait quasiment rien de l'histoire de la première génération. Ça se limite à 4 ou 5 épitaphes de vétérans. Et rien de tel, comparable à ce que vous dites, rien de tel non plus rien de comparable avec une inscription d'Alexandrie de Troade qui prouve l'investissement d'Auguste également dans des opéra publica à Alexandrie de Troade. Donc un chevalier avait été envoyé pour construire des bâtiments publics dans la colonie. Donc non, malheureusement pas. Pour ce qui est, je reviens simplement très brièvement sur la question de l'onomastique, je n'ai présenté ici que quelques gentilices. Certains gentilices sont uniques à Philippe. Je veux dire, dans l'ensemble du monde romain, on ne les connaît qu'à Philippe, donc ce sont des gentilices très rares qui viennent de terroirs d'Italie. D'autres ne sont connus que dans certaines régions, donc ce qui fait que j'ai ici proposé des liens, par exemple entre Aquilée, une famille d'origine d'Aquilée et la colonie. D'autres sont connus, et c'est évidemment Ollis Salomis qui l'a montré, sont connus à Cyzique, au nord-ouest de l'Asie mineure, ce qui suggère, une fois de plus, des relations assez étroites entre la Macédoine orientale, la Thrace égéenne et le nord-ouest de l'Asie mineure, ce qui peut sembler évident, mais ce qui est confirmé par l'onomastique ici. J'aimerais simplement faire une correction ou une nuance à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je disais que des familles philippiennes avaient pu émigrer peut-être au nord-ouest de l'Asie mineure. On peut tout à fait imaginer le contraire. Et les travaux d'Ollis Salomis ont montré qu'il y avait une migration à l'intérieur même des provinces romaines. Donc on peut tout à fait imaginer que c'était de familles italiennes installées peut-être depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ à Cyzique, qui ensuite sont venus s'installer dans la colonie et non pas dans le sens. Il faut être évidemment très prudent dans l'immobilité géographique que l'on reconstitue. I'd like to ask if there is any specific reason why we are finding so many veterans settled in Pangaeum area and Prosotani area. Alors, vétéran, c'est difficile parce qu'il se trouve que il y a des épitaphes qui mentionnent des citoyens romains, incontestablement, qui ne sont pas des pérégrins romanisés d'après leur gentilice. Est-ce que ce sont des colons de première génération? On ne peut être sûr. En tout cas, pour le vallon de Prosotsani, il est clair qu'il y avait à la fois des vikis, des communautés thraces locales qui dépendaient de la colonie, et probablement des vétérans qui ont reçu des terres. Je pense que ces terres étaient exploitées. On pense souvent, lorsqu'on se promène actuellement à Philippe, on voit toute cette terre qui est mise à profit pour l'agriculture. Les travaux de géomorphologie menés notamment par l'Université de Besançon, par Laurent Lespez, par Georges Tirologos ont montré que dans l'Antiquité, toute la partie sud de la plaine de Drama était recouverte par un marécage. Et c'était le cas juste dans les années 20-30. Après l'échange des populations, les terres ont été bonifiées. Donc la plaine de Drama n'était pas entièrement exploitable pour la centuriation et pour l'installation de colons. D'où, je pense, la recherche qui a été faite de terres dans des portions
excentrés, tels qu'à Prosozzani, dans le long de Prosozzani et dans la pierrerie du Pangée. Une dernière chose très brève que je voudrais dire, c'est que, je n'ai pas pu en parler faute de temps, l'installation de colons ne s'est pas faite seulement en 42 et en 30, mais s'est poursuivie bien après la fondation de la colonie. C'est-à-dire que les terres étaient encore disponibles. Certaines épitaphes de soldats datent du IIe siècle après Jésus-Christ et ce sont visiblement non seulement des Philippiens qui retournent chez eux, mais dans certains cas, ce sont des soldats qui n'étaient pas philippiens, qui ont servi dans les provinces militaires danubiennes et qui, à leur licenciement, ont reçu des terres à Philippe. C'est le cas, par exemple, du fameux Captor Decebali, le célèbre soldat qui avait pris le roi d'As lors des campagnes de Trajan, qui s'est installé à Prosozzani. Ça signifie probablement que des terres étaient encore disponibles et pouvaient être données à des soldats licenciés. Moi, je voudrais ajouter à ce que vous avez dit que, disons, la pierrerie, la vallée de la pierrerie de Pangaïon et la région tout autour de Neoskopos de Bergé étaient deux endroits où nous trouvons des installations grecques. Et depuis la fin du VIe siècle, c'est justement parce qu'il s'agit de terres fertiles et en tout cas, tout ce que nous savons de Philippe et de Crinides pour l'époque classique est toujours associé à des marécages. Taeli, c'est une inscription de Philippe qui parle de Élite d'un lac. Et en fait, ce n'est pas un lac, ce sont les marécages. C'est tout. C'était pas le problème. Merci. Mais pour revenir à ce que Céline vient de dire, les marécages n'étaient pas des zones forcément inutiles et dangereuses. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a des installations autour de marécages. Mais pour revenir si vous me permettez, au thème posé au début de la discussion, je voudrais dire qu'il ne faut pas s'attendre que toute colonie est une question, c'est-à-dire là où il y a des colons, il y a la prospérité. C'est-à-dire même le cas de Philippe que vous nous avez montré aujourd'hui montre que finalement, au moment de la création, ou plutôt les fondateurs, disons l'État romain, considéraient cette colonie de Philippe plutôt une sorte de, comment dirais-je, de poubelle partout. Dès qu'il y avait, disons, des gens qui ne savaient pas quoi en faire, ils les rejetaient là-bas. Donc, je pense que quand on parle de programmes coloniaux, précisément du programme colonial de Philippe, il faut distinguer les deux temps historiques. Le moment de la fondation, qui peut durer, par exemple, vous venez de nous dire que cette fondation se renvoie, enfin pas régulée, mais des gens tous les 10 ans, tous les 15 ans, plus ou moins, montrer, à mon avis, que justement, il y a un échec à ce programme colonial, c'est-à-dire que la colonie n'avance pas, ne marche pas, et on essaye d'infuser, enfin de redonner du sang pour que la colonie commence à prospérer. D'une part, donc, c'est cette question, donc, la colonie au moment de la fondation. Et de l'autre côté, la colonie, durant sa vie, les 3, 4, 5 siècles qui ont suivi. Donc, je pense qu'il faut, quand on se pose la question de l'évaluation du rôle d'une colonie en l'occurrence, je pense qu'il faut distinguer ces deux temps historiques, le moment de la fondation et sa vie à travers les siècles. Et pour revenir à puisque la carte est toujours devant nos yeux, je me demande finalement si ce cercle jaune est pertinent, si vous me permettez. C'est-à-dire le fait que nous avons 2 ou 3 personnes qui sont liées à Philippe, qui se trouvent à Alexandre, à Parion ou ici et là. C'est vraiment très fragmentaire. Ça n'a pas une valeur démonstrative très
pesante. Donc, ce que je retiens de votre démonstration d'aujourd'hui, c'est finalement ce commentaire à Strabon que Philippe, c'est une catechia, une microcatechia. Et ce qui me pose la question, ce qui me fait dire qu'il y a la prise de décision en fond d'une colonie, mais de l'autre côté, la réaction sur place. Il n'y a pas de population locale qui apparaissent sur la scène, apparemment. Il y a des wikis qui montrent, à mon avis aussi, ça aussi c'est un argument contre la prospérité attendue de cette fondation. Des wikis, des gens qui reviennent, des gens qui disparaissent, des populations hellénophones qui n'apparaissent nulle part ou presque. Donc, c'est ce que je veux. Ce n'est pas une question, mais c'est de vous faire part de cette problématique. Comment finalement on évalue un projet colonial dans la longue durée de son existence. Merci beaucoup. Très brièvement, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous dans le sens où on connaît par ailleurs des colonies qui ont échoué. Lampsaque, par exemple, ou Dimée, qui a été absorbé par Patras, ou Héraclée et Dupont. Donc, effectivement, l'installation coloniale ne signifie pas nécessairement la création d'une grande métropole, absolument. Et il faut être attentif, je suis tout à fait d'accord avec vous, aux déductions successives, si l'on veut. Un petit détail pour ce qui est de Strabon, lorsqu'il parle de katoikia, il ne parle pas de l'apikia romaine. Katoikia, bon, c'est la question des sources de Strabon, s'il parle de la colonie ou pas, c'est toujours le même problème. Dans tous les cas, il s'agit d'un établissement modeste. Pour ça, oui, c'est à des fins, je dirais, heuristiques, grosso modo. On essaie de réfléchir à un espace. On se fonde bien sûr sur la documentation disponible, donc je ne pense pas que ceci est une démonstration, mais je proposais ceci en comparaison aux autres colonies romaines d'Orient. Si nous faisons le même travail, c'est-à-dire essayer de dresser des cartes de la mobilité géographique depuis la colonie ou vers la colonie, et si on fait le même travail pour Corinthe ou Antioche de Pisidie, eh bien ce cercle vert serait considérablement plus grand. À Antioche de Pisidie, les notables locaux s'illustrent alors dans des procuratels équestres, au Sénat, mais également dans les grandes métropoles d'Asie, à Éphèse, à Pergame, à Attaleia, à Corinthe, confluent toutes les élites péloponnésiennes, les grandes familles d'Argos, d'Épidore, de Sparte, par exemple. Parce que cherche-t-on à Corinthe et qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'officium du gouverneur, bien évidemment. C'est là où se déroulent les jeux du koinon d'Asie. Ce sont les jeux de l'isthme, c'est le panhellénion. Donc c'est évidemment une aura tout à fait, sans aucune commune mesure, avec notre katoiki Mikra. Oui, justement, l'officium du gouverneur, absolument, c'est ça. To ask a question to Professor Sayar. Yes. After the creation of the province of Thracia, the Chersonese was administered by Rome as imperial territory. Which is exactly the legal status? We know something about the legal status. What's there is Petropos, someone legatus from the Rome. I don't understand how it was administered. Maybe Professor Hens, a procurator. Okay. But we are looking for the limits of the area. The question is. Was the whole peninsula Agia Publicus or a part of Thracian Chersonese was Agia Publicus? I suggest, I think the isthmus on north side of peninsula till Sestos. This area was surely Agia Publicus, and under Epitrop and Procurator of Augustus of Caesar. If you have any
You referred in your paper to the municipium of Koila. And it's interesting to see that Koila is, with Stobi in Upper Macedonia, the only municipium founded by the Romans in the eastern part of the empire, in the Greek-speaking provinces. And as far as Stobi is concerned, in Upper Macedonia, we usually explain the creation of the municipium by the fact that there was already in the city a huge number of Roman businessmen, negociatores. So I was wondering, how can we explain the creation of municipium in Koila? Is this due to the presence of imperial estates, as we have just referred to? How could you explain that? No explanation there for this question. It is established perhaps under Hadrian, we don't know exactly at which time. The situation on the Thracian Chasm is very difficult because we have no excavations, only surveys, and then there is also a confusion through the lost inscriptions. As I show an example, we have a very important dedication from the time of Ptolemaios Philadelphos, from the end of 3rd century. On the same stone, we have the inscription of Diocletianus and Galerius, the dedication for Asclepius. But this is copied in Ilion, in Troya, and then Daphne Herward found this stone in Sestos. And perhaps Pierre Eran or something. And we have also, with the inscriptions of Koila, we found whole inscriptions of Koila in the area of Alopekonesos, with the late Ptolemaic dedication for Egyptian deities. The find spots and the content of the inscription is different and is a big problem of the topography. Just to supplement this question about the municipium of Koila. In the recent research, one thinks it's typical for the centers of imperial estates that at a certain point they become cities. And we have the problems that the procurators for the Chersonesos are all from the earlier empire. That means from the period with lesser documentation and no procurators from the 2nd and 3rd century. So the question is, did these imperial estates disappear? Were they bought by local people and became cities? Thank you very much. And I have to add some information also. We have some Attalid strategoi, who has the title Strategos for Thracian Chasmus and Hellespontos. And this Hellespontos was the Asian side of the Dardanelles. And in late antiquity, we have indeed the evidence for this under First Tetrarchy and under Diocletian and later. This is the Eparchia Hellespontos, only the Asian side. It was also a confusion in the modern literature, but now also through the research of Tabula Imperii Byzantini in this region, it's surely Hellespontos is the Asian side and the Thracian Chasmus is definitive on the Thracian side, the peninsula. Our last question. So We have no more also evidence for Roman involvement in the area of, and we have archaic classic wonderful archaic inscriptions, but the Roman inscriptions from Hymens, only this one is newly found and some lost inscriptions.
the wife of this Aurelius Rufus is from Saloniki. I think we have finished. Thank you all of you for participating in